Salam alaikum, Azul Fillawen, alhamdoulilah, rakoum bkhair. Aujourd'hui, on va parler des relations entre l'Algérie et notre grand ami, notre grand allié, notre grand fournisseur d'armes, c'est-à-dire la Russie. اليوم نتكلموا على العلاقات بين الجزائر وروسيا. على بالكم علاش سمعتوا كيما انا واش قال وزير الخارجيه الروسي السيد لافروف سيرغي لافروف. Vous avez entendu ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères russe, monsieur Sergei Lavrov. على بالكم بلي لافروف راه وزير الخارجيه منذ 21 سنه. Ça fait 21 ans que Sergei Lavrov est ministre des Affaires étrangères en Russie, c'est-à-dire depuis 2004. منذ 2004 هو راه حاكم الوزاره الشؤون الخارجيه. Il a 75 ans, عنده 75 سنة، ودار واحد التصريح خطير جدا جدا جدا. Il a fait une déclaration extrêmement grave au sujet de notre pays, l'Algérie, en disant que les frontières algériennes étaient issues de la colonisation et en somme, en tout cas a-t-il laissé insinuer que les Touaregs ont été pénalisés par le découpage des frontières coloniales françaises, notamment en Afrique du Nord et au Sahel. En clair, c'est une attaque directe sur la souveraineté nationale algérienne. السيد سيرغي لافروف يهدد في السيادة الجزائرية لأنه راه يشك في الحدود تاع بلادنا الجزائر بين الجزائر والمالي، وراه يقول أنه التوارق ما جابوش حقهم في الوقت استعمار فرنسي. هل الوزير الخارجية سي أحمد عطاف جاوب على السيد سيرغي لافروف بسبب هذا التصريح اللي راه يهدد في السيادة الجزائرية؟ Donc, est-ce que le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, a réagi à cette déclaration extrêmement grave, car c'est une atteinte à la souveraineté nationale algérienne? Apparemment, non. Pourquoi? Car vous savez, M. Lavrov, qui est ministre depuis 21 ans, depuis 2004, en clair, il est ministre depuis presque autant d'années que M. Poutine est président, avec l'intermède de son ancien Premier ministre, M. Medvedev, qui était devenu le temps d'un mandat président à son tour. Donc, qu'essaie de faire la Russie? واش راهي دير روسيا مع الجزائر؟ حنا ما فهمنا والو. روسيا راهي مع الجزائر ولا ضد الجزائر؟ على بالكم باللي خوكم رشيد عنده زمان راه يقول لكم انه ما نقدروش نديروا الثقه في روسيا. Ça fait des mois et des mois que je vous explique en détail, preuve à l'appui, qu'on ne peut pas faire confiance à la Russie. Nous avons vu ce que la Russie a fait, ou plutôt ce que la Russie n'a pas fait, lorsque Tel Aviv a bombardé Téhéran en dépit d'un accord stratégique sur 20 ans signé quelques mois avant. La Russie n'a pas bougé le moindre petit doigt pour venir en aide à Téhéran dans la guerre contre Tel Aviv. Et cette leçon de géopolitique a tellement été bien retenue par l'Arabie Saoudite que Riyad a compris que les États-Unis non plus n'allaient pas aider, protéger, soutenir, défendre l'Arabie Saoudite en cas d'agression du génocidaire Benyamin Netanyahou. Surtout que, début septembre, qu'a fait Tel Aviv? Tel Aviv a bombardé Doha au Qatar, alors que à Doha, au Qatar, il y a la plus grande base militaire américaine sur l'ensemble du Moyen-Orient. Donc, le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite a compris que le seul salut pour protéger réellement le territoire saoudien, c'était une alliance
nucléaire avec la seule puissance musulmane qui détient l'arme nucléaire, c'est-à-dire le Pakistan. C'est ce qu'on appelle le principe de la réalité, la réelle politique, le pragmatisme politique qui fait tellement défaut, je dis bien, qui fait tellement défaut à la diplomatie algérienne actuelle, alors que par le passé, la diplomatie algérienne dans les années 60, années 70, 80, avait comme principe cardinal le pragmatisme. Et c'est au nom de ce pragmatisme que non seulement nos diplomates de l'époque, à la tête desquels feu Mohamed Sédhiq Ben Yahya, a été le seul diplomate dans le monde entier à réussir cet exploit énorme de faire libérer 52 diplomates américains otages à l'ambassade américaine à Téhéran, en Iran. En effet, la diplomatie algérienne des années 80 était la meilleure diplomatie au monde. C'était en janvier 1981. Et aujourd'hui, 44 ans après, que se passe-t-il? Du rang de acteurs majeurs de la diplomatie mondiale, nous sommes devenus des figurants, des spectateurs, des remplaçants. Car la diplomatie se fait en dehors de la capitale algérienne, alors que, vous le savez, dans les années 70, l'Algérie était la Mecque des révolutionnaires, c'était la plaque tournante de la diplomatie mondiale. Dès qu'il y avait un problème dans le monde, il fallait venir à Alger pour trouver une solution honorable pour toutes les parties en conflit. C'était le bon vieux temps, c'était le temps où l'Algérie était qualifiée pour le mondial en 1980 en Espagne, c'était le temps où l'Algérie avait réussi l'exploit de battre une des meilleures équipes de football au monde, c'est-à-dire l'équipe d'Allemagne, avec des joueurs d'exception, des sélectionneurs d'exception. Aujourd'hui, même au niveau du football, on est obligé de faire appel à des étrangers. Vous vous rendez compte? Même pour nous qualifier au mondial du football, on n'est même pas capable d'avoir des sélectionneurs capables, en mesure de rendre heureux le peuple algérien, et il faut payer à coups de millions d'euros des sélectionneurs étrangers pour espérer être qualifiés pour la Coupe du Monde. Alors, faudra-t-il à l'avenir aussi faire appel à des étrangers pour diriger la diplomatie algérienne? Faudra-t-il peut-être aussi faire appel à des étrangers pour diriger l'armée algérienne? Ou peut-être même un jour, faudra-t-il faire appel à des étrangers pour diriger politiquement notre pays? C'est très grave ce qui est en train de se passer. Oui, c'est très grave. Car j'ai l'impression que ceux qui dirigent la diplomatie algérienne ne lisent plus de livres, ou ont été mal formés, ou peut-être avec l'âge ont-ils oublié des leçons élémentaires. Nous n'avons pas, en tout cas ceux qui dirigent la diplomatie algérienne, n'ont pas du tout adapté leur logiciel, leur algorithme diplomatique à l'aune des nouveaux enjeux, de la nouvelle réalité géopolitique et géostratégique mondiale, chose qu'a brillamment faite le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, malgré une alliance qui date de 1934, oui, 1934, avec les États-Unis. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a compris que l'heure était de changer, ou plutôt de diversifier ses alliances militaires, et en cela, je tiens à le remercier de s'être inspiré d'une idée que j'ai développée dès le mois de juin dernier, c'est-à-dire, il ne faut faire confiance ni à Washington, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Pékin pour protéger son territoire. Vous savez, ces 4 grandes puissances mondiales, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, la Russie ou la Chine, peuvent être considérées aujourd'hui comme des puissances du mal. C'est le titre d'un livre d'un grand polémiste français qui s'appelle Jean Edern Allier. Oui, ce sont des puissances du mal.
Qu'est-ce que j'appelle puissance du mal? Ce sont des puissances qui utilisent la force, et comme vous le savez, la force n'est ni bien ni mal, elle est utilisée pour défendre les intérêts des grandes puissances. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et le Venezuela. Le président américain a autorisé la CIA, c'est-à-dire les services secrets français, à utiliser la force, la violence contre le président Maduro en Afghanistan. De la même façon que le génocidaire Netanyahou a décidé d'utiliser la force, la violence pour bombarder le Liban, Gaza, la Syrie, l'Iran et même le Qatar, alors que le Qatar jouait les bons offices, essayait d'utiliser la carte de la diplomatie pour mettre fin au conflit entre Tel Aviv et Gaza. C'est ça la réelle politique. Il n'y a plus de droit international. Il n'y a plus de place pour les naïfs. Il n'y a plus de place pour les bisounours. Il n'y a plus de place pour ceux qui ne sont pas capables d'adapter leur logiciel ou le paradigme diplomatique en fonction de cette nouvelle réalité qui est une réalité violente, une réalité brute, une réalité impitoyable où l'agression, je dis bien l'agression, est devenue la norme internationale. Vous savez pourquoi je vous présente ce livre du grand scientifique Lorenz? Pour ceux qui connaissent Lorenz, il a étudié les animaux pour comprendre le comportement des hommes, des êtres humains. Et dans ce livre qui fait date, le brillant scientifique Lorenz a analysé, a pu comparer ou établir des parallèles entre le comportement animal et le comportement humain, où l'agression est un élément constitutif des relations, non seulement entre les animaux, mais entre les humains. Et il dit que l'instinct d'agression semble avoir dépassé son utilité depuis que les armes modernes ont multiplié les possibilités de destruction. Oui, l'agression. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi la Russie, qui est notre amie depuis 1962, à qui nous achetons 90% de notre armement, vous savez que nous venons de déclarer que le budget militaire algérien pour 2025 sera de 25 milliards de dollars, à peu près 90% pour nos amis russes. On comprend pas pourquoi Moscou, dont on est tellement fier d'être un partenaire, s'amuse à nous agresser. Mais il faudrait que nos diplomates algériens actuels lisent Lorenz et comprennent pourquoi Moscou nous agresse. Et Moscou défend ses intérêts. Oui, défend ses intérêts, Moscou. Moscou a compris aujourd'hui que l'Algérie était en train de devenir l'ennemi de Moscou. Et pourquoi? Pour une raison très simple. Vous savez que le président américain Donald Trump a interdit à l'Europe, a interdit à d'autres puissances dans le monde, y compris le Japon, d'acheter du pétrole ou du gaz russe. Oui, interdit, pour affaiblir économiquement la Russie. Et aujourd'hui, qui livre du gaz à l'Europe? Vous savez que c'est l'Algérie. L'Algérie a profité de la guerre entre l'Ukraine et la Russie depuis 2022, février, pour vendre davantage de gaz à l'Europe. Donc, la Russie considère l'Algérie comme un ennemi économique, car les parts de marché que la Russie avait en Europe sont en train d'être prises par l'Algérie, en tout cas partiellement. C'est la raison pour laquelle Moscou a décidé, dans cette nouvelle carte géostratégique de l'énergie, a décidé donc de considérer l'Algérie comme un ennemi, et c'est la raison pour laquelle Moscou a envoyé les mercenaires Wagner, qu'on appelle aujourd'hui Africa Corps, ça fait plus classe, pour faire du Mali l'ennemi de l'Algérie.
Car depuis quand les relations se sont détériorées entre l'Algérie et le Mali? C'est depuis que les mercenaires russes de Wagner sont installés à Bamako. Avant l'arrivée des mercenaires Wagner russes au Mali, il n'y avait eu jamais de problème entre le Mali et l'Algérie. C'est même l'Algérie, vous savez, qu'il y avait un accord très important entre le gouvernement malien et l'ensemble des forces d'opposition maliennes qui a été signé à Alger en 2015, justement pour faire en sorte qu'il y ait une entente, en tout cas des rapports cordiaux, des rapports pacifiques, des rapports non violents entre le gouvernement malien et les forces d'opposition. Et qui a mis fin à cet accord d'Alger? C'est le nouveau pouvoir militaire malien, favorisé par les forces des mercenaires de Wagner russes, qui a décidé tout d'un coup de rompre cet accord d'Alger. Et pourquoi tout d'un coup le pouvoir malien est fâché avec l'Algérie alors qu'on n'a jamais été fâché depuis 1962? Je vous rappelle que ce sont des soldats maliens avec des soldats éthiopiens qui ont sécurisé pendant 1 an, après la guerre des sables entre Alger et Rabat, 1000 kilomètres de frontières en plein désert. Est-ce que les Algériens le savent? Je suis là pour vous le rappeler. Oui, il faut remercier les soldats maliens et les soldats éthiopiens. Il y avait un soldat à chaque kilomètre sur 1000 kilomètres. Bon, il y avait 1600 kilomètres. Il y a toujours 1600 kilomètres de frontières entre le Maroc et l'Algérie. Ben, sachez que les 1000 kilomètres de désert ont été sécurisés lors de l'année 63-64 par 500 soldats maliens et 500 soldats éthiopiens. Et je tiens à leur dire merci. Oui, je dis merci. Car vous savez que Rachid Nikaz, le panafricaniste que je suis, est reconnaissant à l'endroit de toutes celles et ceux qui ont aidé l'Algérie à gagner son indépendance grâce au martyr, bien sûr, d'1,5 million d'Algériennes et d'Algériens, mais aussi grâce à des puissances amies comme la Tunisie, comme l'Égypte, et aussi grâce à la bienveillance de l'ancien sultan du Maroc, Mohamed El-Khamis, qui a autorisé l'installation de 5 usines d'armement pour aider les moudjahidines à combattre le colonialisme français. Donc, parmi ces puissances-là, il y avait aussi le Mali. Oui, il faut dire merci au Mali d'avoir aidé l'Algérie, et pendant la guerre d'indépendance, et après l'indépendance, notamment pour sécuriser les frontières entre le Maroc et l'Algérie pendant les années 1963 et 1964. Donc, qui a joué les troubles faits dans cette très belle entente entre le Mali et l'Algérie? C'est Moscou. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Autant Moscou a été un partenaire très important de l'Algérie, notamment sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Je vous rappelle que sur des sujets qui tiennent à cœur la diplomatie algérienne, notamment la question du Sahara occidental ou la question de la Palestine, Moscou a toujours été un allié diplomatique de l'Algérie. Mais malheureusement, depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Moscou est en train de devenir un ennemi objectif d'Alger. Oui, il faut que nous intégrions cet élément-là dans l'équation géopolitique au Sahel. Vous n'avez pas remarqué que les 3 pouvoirs militaires actuels, aussi bien au Mali, au Niger et au Burkina Faso, sont arrivés aux commandes de ces 3 États grâce aux mercenaires de Wagner. Et vous avez remarqué sûrement que ces 3 pouvoirs militaires arrivés au poste de commande au Mali, au Niger et au Burkina Faso se sont fâchés avec l'Algérie. Et vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi tout d'un coup ces 3 pays, qui étaient des partenaires habituels de l'Algérie, se fâchent maintenant avec Alger. Vous avez compris que le problème vient de Moscou. C'est Moscou qui téléguide à la fois Bamako au Mali, Niamey au Niger et Ouagadougou au Burkina Faso pour
déstabiliser les frontières sud de notre pays, pour neutraliser, saboter, empêcher le fameux gazoduc